Merci beaucoup. Surtout que c'est écrit quand même plusieurs fois. Genève, c'est une publicité quasiment pour Genève. Plein de scènes se déroulent devant un panneau devant lequel c'est marqué Genève. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. C'est le festival du panneau et de la marque. Donc évidemment, c'est pas on est dans une discussion, donc n'hésitez pas, je me tournerai vers vous dans un petit moment, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions que vous souhaitez. Je crois qu'il y a un micro qui est dans la salle qui pourra vous passer la parole si vous le souhaitez. Mais peut-être on peut, pour commencer, discuter un peu d'une confrontation qui est assez forte dans le film, qui est le rapport qui est entre ce qui est immobile et ce qui est mobile. C'est-à-dire qu'il y a un acteur ou une actrice, évidemment, qui englobe tout ça qui est Paris, qui est quelque chose dans lequel les acteurs déambulent. On a l'impression de voir une ville un peu figée, une ville arrêtée, qui est écrasante de par ses monuments, ses bâtiments haussmanniens, etc. Et puis dans cette ville-là, se faufilent des corps jeunes, nouveaux, qu'on n'a pas forcément encore beaucoup l'habitude de voir au cinéma, c'est tous des jeunes acteurs, des jeunes actrices du cinéma français. Comment se monte le projet, en fait, globalement, de topographie de la ville de Paris et de cette espèce de déambulation dans la ville avant du retranchement final? Alors en fait, dans le projet très très initial, ce que j'appelle le projet très initial, c'est-à-dire un projet qui tient sur une feuille A4, il y avait donc évidemment à peu près le thème, il y avait la structure, il y avait ces deux parties assez distinctes, c'est-à-dire une première partie qui est en extérieur, en plein jour, dans un décor très réel, et je tenais à ce que ce soit Paris, et je tenais à réfléchir aussi à comment filmer Paris. Il y avait des personnages isolés qui étaient très très en mouvement, et une seconde partie dans un décor beaucoup plus réel, totalement refabriqué, reconstruit, de nuit, avec des personnages non plus isolés mais regroupés, et totalement à l'arrêt. Donc Paris, c'est vraiment la première partie, et j'étais très attaché. Alors Paris, c'est une ville assez complexe à filmer, je trouve. Et l'histoire du cinéma même le montre bien. Enfin, y a des villes immédiatement très simples à filmer, comme New York, etc. Paris est une ville magnifique, et dès qu'on pose un viseur ou un appareil photo, on s'aperçoit que c'est assez moche. Parce qu'elle est très très biscornue, donc il n'y a pas de ciel, parce qu'il y a beaucoup de signalétique, etc. Et donc un des enjeux, c'était d'assumer ça et en même temps de réfléchir à comment le filmer. Et moi, ma solution, en fait, ça a été l'ultra-réalisme. Par exemple, alors ça ne concerne que les gens qui connaissent très bien Paris et le métro, mais tous les trajets sont extrêmement réels. J'ai pas voulu tricher pour des histoires de montage, etc. Ils partent d'un endroit A, ils vont à un endroit B, il y a un changement à un endroit C. J'ai respecté tout ça parce que je me suis dit que dans cette espèce de mélange quasi fiction documentaire, ça allait montrer quelque chose de l'atmosphère, de la richesse. Quand je dis richesse, c'est de la diversité de ces ambiances. Donc c'est presque la réalité qui m'a dicté la topographie, beaucoup plus que des choix que j'aurais inventés. Sinon, le choix aurait été trop large. Après, il y a ces cibles que j'ai choisies, sans consulter par ailleurs la jeunesse. Je les ai choisis tout seul à mon bureau. Donc il y a une tour de la Défense, parce que je pensais à cette espèce de grand symbole. La place de la Bourse. Il y a quoi d'autre? Il y a le ministère de l'Intérieur, qui est le seul sur lequel on a triché, parce qu'on ne peut pas tourner devant la place Beauvau. C'est vraiment trop compliqué. Et puis la statue Jeanne d'Arc. Et ce sont, quand j'ai fait le casting avec tous ces jeunes acteurs et non-acteurs, parce que le film est un mélange, et que je leur demandais un peu, sans leur faire lire, quels endroits dans Paris ils pourraient avoir envie de faire sauter. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était assez proche, que même si on avait 20 ou 25 ans d'écart, ils avaient la même sensation sur les mêmes lieux, le même ressenti. Donc voilà, moi je suis parti des cibles, je suis parti de personnages qui habiteraient à Gennevilliers, à Saint-Denis ou dans le 7e, et puis après j'ai fabriqué comme ça cette topographie par le réel en fait, c'est-à-dire par là où il faut vraiment passer pour aller de ce point A à ce point B. Mais il y a même plus que ça, en fait, dans la première scène dans le métro, et puis montrer évidemment le nom des stations, les endroits par lesquels ils passent. Il y a presque une sorte de justification a posteriori. On se dit, qu'est-ce qui veut bien, en fait, leur en faire avoir tellement contre Paris et contre la France ou contre l'histoire. Et en fait, on se dit, dans l'histoire, en remontant, on peut se créer sa propre piste en disant en quoi cette histoire peut être écrasante, qu'est-ce qu'elle raconte des batailles ou des places qu'on traverse qui portent des noms de batailles ou de victoires ou de défaites. Et en fait, dans le fond, cette espèce d'état ou comment dire, de marque de la guerre passée, ou des guerres passées, des victoires et des guerres passées, ces gens la traversent et on se demande pendant toute la première partie du film, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans cette ville quand on a leur âge, en fait, dans le fond.
Mais c'est une vraie question que même se pose, par exemple, hein. Et encore une fois, j'ai fait les rencontres après le scénario, mais les rencontres ont été assez passionnantes, hein, parce que ça a duré 8 ou 9 mois, le casting. Enfin, c'est même pas des castings, hein, c'est vraiment des rencontres, des conversations dans lesquelles j'ai énormément parlé. Et même, topologiquement, on sent qu'ils ne sortent pas du quartier, qu'ils ne connaissent pas si bien Paris que ça. Enfin, alors que c'est vraiment une ville dans laquelle on marche. Euh, Quand j'ai écrit le scénario, c'était en 2010-2011, donc c'était bien avant les attentats. C'est vrai qu'historiquement, c'est une ville qu'on a très peu touchée, qui n'a pas été attaquée, y compris pendant la guerre. Et que quand je faisais un peu lire le script, on me disait, oh là là, tu touches un tabou, c'est-à-dire attaquer Paris. Et en fait, en effet, 4 ans après, Paris a été réellement attaqué. Même si ça n'a pas été détruit, ça a été plutôt des attaques physiques. Euh, donc voilà, c'est vrai mais c'est dans ce sens-là où, originellement, le film s'appelait Paris est une fête, d'ailleurs. Je tenais à ce qu'il y ait le mot Paris dedans pour l'ancrer. Puis c'est un peu, bêtement, je me disais que c'est un peu ce que disait Renoir, c'est-à-dire plus c'est local, plus c'est universel, et que plus je parlerai de Paris, plus je parlerai du monde, en fait. Bon. Et donc tout était très nommé, y compris la ville. Et après, j'ai dû changer de titre, parce qu'après le 13 novembre 2015, après les attentats à Paris, ce livre d'Hemingway, Paris est une fête, est devenu un symbole de rassemblement dans la ville de Paris. C'est un livre qui est devenu un best-seller quelques dizaines d'années après son écriture, et que les gens s'offraient, laissaient dans les restaurants. Il y avait des affiches comme ça, donc j'ai changé. Mais enfin, il y avait en tout cas ce désir par rapport à la ville. Ouais. Est-ce que le projet en fait du film, évidemment il a évolué, mais est-ce qu'à un moment donné il a vraiment été mis en péril par la réalité, puisque la réalité a rattrapé en fait dans le fond le projet du film? Alors en fait, chronologiquement, donc il a été écrit assez tôt. Je l'ai mis de côté pour faire un film sur Saint-Laurent, et je l'ai repris fin 2014, et on a commencé début 2015 le financement, la préparation, la production, le tournage et le montage. Alors, on passe dans les comités juste après les attentats de Charlie Hebdo. Alors, c'était évidemment très très troublant, y compris pour moi d'ailleurs, hein. Euh, bon, c'est des attentats assez spécifiques qui sont très très tournés vers certains journalistes. Euh, à part le CNC, notre aide d'État public du ministère de la Culture, qui a vraiment eu un vrai rejet du film, tous les autres financiers, étrangement, l'ont trouvé d'autant plus nécessaire. Et ils nous ont vraiment soutenus, y compris des aides comme la région, par exemple, qui est composée d'élus. Et je ne pensais jamais que les élus politiques allaient me donner de l'argent pour faire exploser Paris. Et en fait, ils ont vraiment adhéré au projet dans le sens ils l'ont compris. Euh, Ensuite, quand sont arrivés les autres attentats en novembre, qui étaient un petit peu plus similaires, c'est-à-dire beaucoup plus aveugles, alors beaucoup plus meurtriers surtout, mais simultanés dans des endroits. Moi, mon premier montage était fini. Donc évidemment, le film n'était pas en péril puisqu'il avait été tourné et déjà monté. Et on s'est évidemment posé la question. Bon, le seul vrai changement qu'on a fait, comme j'ai dit, c'est le titre. Et après, on était tous très conscients que ce serait une sortie de film très délicate et à juste titre. Donc on a rien changé sur le film, hein. On a gardé le cap qu'on s'était fixé depuis 3 4 ans. Et parce que moi, je pensais, et je le pense toujours, hein, qu'il faut laisser la fiction à son endroit et l'actualité au sien. Et que quand on veut mélanger l'actualité et la fiction, l'actualité est évidemment beaucoup plus rapide que le cinéma. On se fait toujours rattraper, dépasser. Donc il vaut mieux rester à l'endroit qu'on avait décidé. Et voilà, j'affirmais aussi que c'était un film contemporain, mais pas d'actualité. En revanche, on savait qu'on serait sur une sortie délicate pour le montrer au public, l'accompagner en fait. Donc ça m'a demandé énormément d'entretien, d'accompagnement, des choses que je n'ai jamais faites, comme des relectures d'entretien, je n'ai jamais demandé ça. Mais là, je sentais que chaque mot pesait. Chaque mot était très délicat pour les Français qui étaient dans un état encore très sensible. Mais il pourrait s'écrire maintenant. À la suite de ça, tu pourrais le réécrire maintenant. Enfin, disons, si on a imaginez que Alors le film ça, n'avait c'est pas une été écrit question qu'on avant, m'a posée. Est-ce que tu referais le même film maintenant? Et ou si est-ce que je, tu penserais même à l'écrire, en fait, même sans vouloir le refaire? Est-ce que c'est... Si je suis très honnête, non, ce serait impensable. Ce serait impensable parce que c'est vrai que d'abord cette notion de terrorisme est maintenant totalement phagocytée par l'islamisme radical. Que je penserais. Moi, j'étais pas sur l'idée du terrorisme. J'étais vraiment sur l'idée de l'insurrection. C'était ça qui me travaillait, depuis
très longtemps, hein. Et les bouquins qui m'accompagnaient n'avaient rien à voir avec l'islam, c'était plus la Boétie, discours sur la servitude volontaire, qui était par ailleurs écrit par un gamin de 20 ans, l'âge de mes personnages, ou même, pour sortir de la politique, les mouvements punk à Londres en 76, 77, enfin cette jeunesse qui à un moment décide de poser un geste, quel qu'il soit, pour dire stop, une idée du refus. Et ça me semblait encore tout à fait possible de le penser comme ça en 2010, 2011, y compris 2014, etc. Aujourd'hui, non, je ne pense pas que je l'écrirais, en tout cas pas du tout de cette manière-là. En tout cas, je ne passerai pas par le terrorisme. J'essaierai de raconter l'insurrection d'une autre manière que par le terrorisme, qui est en effet totalement phagocyté par tout ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans. Voilà. Parce que pourtant, le film, il emprunte quelque chose qui est évidemment réaliste dans les motivations, mais qui est aussi très suspendu en fait dans le fond sur les raisons des personnages. Il me faisait penser plus au film de Rivette, Paris nous appartient, même au Petit Soldat de Godard, même si effectivement le film de Godard s'inscrit vraiment dans quelque chose qui est très marqué, c'est la guerre d'Algérie. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui fait que le film raconte une lutte qui serait continue, perpétuelle et transgénérationnelle, qui existerait tout le temps en fait dans l'histoire, et qui simplement là, elle s'incarne dans quelque chose qui évidemment résonne différemment pour nous parce que l'actualité a rattrapé le film. Mais j'ai l'impression qu'il est plus suspendu dans une histoire en fait de la rébellion, des personnages qui se rebellent contre quelque chose, et que c'est plus quelque chose qui traverse aussi le cinéma, quels que soient les conflits, qu'on soit aux États-Unis ou en France ou en Algérie. Non, mais c'est très juste, c'est une lutte qui n'est pas nommée, par exemple. Et c'est là où ça rejoint peut-être plus en effet Rivette, même que Godard. Mais pour plusieurs raisons, moi je ne voulais pas nommer les choses, parce que nommer, c'est déjà pointer du doigt, c'est déjà rationaliser, c'est expliquer. Alors ça rassure, mais je voulais essayer de montrer quelque chose de beaucoup plus diffus, beaucoup plus large. C'était le sentiment que j'avais, c'était un écrasement, une oppression très large. Et je voulais pas dire ah c'est la banlieue, mais on pouvait sentir ça à l'intérieur de Paris aussi, et c'est d'où la raison d'un casting assez hétéroclite. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas nommée. Et la deuxième chose, c'est que je pense que si j'avais fait le film il y a 40 ans ou 30 ans, je pense que j'aurais nommé plus de choses. Mais aujourd'hui, je trouve les choses beaucoup plus difficiles à nommer, même si on les nomme très vite, parce qu'on a besoin de rapidité pour expliquer, pour rassurer aussi. Mais en fait, idéologiquement, le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'il était. Quand on voit les interviews de Ulrich Meinhof ou la bande à Bader, etc., il y a une espèce d'idéologie qui est extrêmement claire. Ils ont 20 ans, ils sont extrêmement articulés, ils peuvent nommer les choses. On est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, l'idéologie, elle est très simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une ambiguïté même dans l'idéologie. Et c'était pas le but du film n'était pas du tout justement de la pointer ou de la nommer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette seconde partie dans le film qui vient contraster, voire contredire la première. Parce que quand on voit la première partie, on peut se dire, bon, bah, très bien, ce sont des jeunes anticapitalistes, etc. Quand on voit la seconde, on se dit, mais je ne comprends pas, ils ont fait sauter la tour Total, parce qu'en fait c'est la tour Total, on l'a rebaptisée Global, mais ils ont fait sauter la tour Total, puis ils vont voler des chaussures. Mais c'est à cet endroit-là que moi, je trouve le film contemporain. C'est parce que c'est vrai que on le voit, c'est une époque qui peut produire à la fois un désir de terrorisme et de consumérisme. Ce n'est plus du tout incompatible. Et c'est ça qui rend... J'ai essayé d'amener dans le film une ambiguïté qui pourrait être un reflet de l'ambiguïté aussi du monde dans lequel on vit, que personnellement, je serais incapable de décrire clairement. Enfin, je suis ni politologue, ni sociologue, ni journaliste, et je serais dingue d'essayer de vouloir raisonner. Alors, il y a des gens qui le font, mais enfin, on voit bien par quel raccourci. Et les raccourcis, bah, c'est souvent dangereux, quoi. Voilà. C'est des personnages qui sont le roman de Perret qui est passé par là, enfin les choses sont passées par là, du coup et la société de consommation et tout ce qu'elle peut avoir d'attrayant, même des fois ça peut endormir les gens, en tout cas tel que les personnages peuvent l'imaginer, mais ils sont pétris de contradictions. C'est des gens en fait qui n'arrêtent pas de se contredire tout le temps. Le film montre tout le temps le fait qu'il y a une contradiction permanente. C'est dans ce sens-là que je parlais d'ambiguïté. L'ambiguïté, pour moi, c'est là. En effet, c'est traduit par cette contradiction auquel je tenais. Hein. D'abord, moi, c'est vrai que j'aime de plus en plus les films qui sont faits de contraste, les films qui tracent leur ligne comme ça de manière pure, en affirmant la pureté. Voilà, je suis toujours plus circonspect. Mais dès qu'on commence à contredire quelque chose qu'on dit, tout d'un coup,
je me dis que ça commence à avoir de l'épaisseur et à raconter quelque chose. Ouais. C'est eux qui produisent des courants d'air. Parce qu'en fait, ce qui est assez beau dans le film, quand on disait que c'était immobile, ils sont dans des décors, le grand magasin est arrêté, tout le monde, personne n'est là, ils disent même qu'ils n'entendent pas ce qui se passe dehors. Mais en fait, ils sont tout le temps en mouvement, dans des mouvements contraires. Les gens vont de gauche à droite, de fond, devant. J'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas de créer des courants d'air. Et c'est eux qui créent du mouvement. Eux nous montrent l'air qui se déplace dans le film, parce que tout le reste est comme un décor arrêté. Et même la façon dont est montré Paris et de nuit, comme ça, il y a quelque chose de très suspendu. En fait, il n'y a qu'eux qui produisent du mouvement dans le décor. Oui, non, alors pour le coup, c'est vrai que c'est un décor génial, quoi. Enfin, le concept du grand magasin, c'est un décor de cinéma incroyable. Ça fait longtemps que j'y pense et ça a été très compliqué évidemment à mettre en place. Mais c'est outre l'espace, parce que bon là c'est le plaisir de cinéaste de travailler sur tous les espaces à la fois en horizontal et en vertical, ce que ça raconte, enfin, tout est immédiatement fiction. C'est génial, il n'y a pas besoin d'être très bon, quoi. On met tout de suite, ça raconte quelque chose. En effet, une marque, un mannequin, enfin tout est là. Et j'entends souvent, et moi-même j'ai dû dire plus jeune, j'adorerais être enfermé dans un grand magasin tout seul. Ça m'est arrivé tous les week-ends pour préparer ma semaine à venir. C'est horrible. C'est quelque chose qui fait vraiment peur. Il y a quelque chose de terrorisant. C'est une recréation du monde à l'intérieur du monde. On recréerait par exemple un monde parfait à l'intérieur d'un monde imparfait, sauf que vive l'imperfection, parce que ce monde parfait, il vous dévore. Enfin, il y a quelque chose qui est physiquement comme ça, très très inquiétant. Et en effet, c'est très très figé. Ce sont des images fixes. Même les mannequins me faisaient peur. Enfin, sont très très fixes. Et je tenais beaucoup à ces images de Paris la nuit, qui soient en effet, c'est quasiment les seuls plans du film sans aucun mouvement. Au début, je me dis, bon, c'est une balade du personnage, on va le suivre et tout. Je dis non, en fait, ce sont des tableaux vidés de toute substance. Et on a réussi à tourner dans la nuit du 14 au 15 août, qui est probablement la nuit la plus vide à Paris, et qui est vraiment une atmosphère très, très particulière, quoi. On marche dans un Paris totalement désert. Et un autre réalisateur, mais américain, qui a tourné dans un supermarché, qui était George A. Romero, quand il fait Dawn of the Dead, je ne sais plus quel est le titre français, c'est le jour des morts vivants, je crois. Mais là, C'est un l'aube mall, des morts vivants. Ouais. Mais c'est un mall, c'est un énorme centre commercial. Alors pourquoi la grande galerie, le magasin, le Printemps, les galeries commerciales, les galeries Lafayette, la Samaritaine, pourquoi ce type de bâtiment-là et pas les halles? Pourquoi ils ne s'enferment pas aux halles? Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose, bon, d'abord physiquement, qui me semblait plus juste par rapport à comment les magasins sont construits, la coupure avec l'extérieur où il n'y a absolument aucune fenêtre, et puis alors cette espèce de manière de présenter les objets. Il y a encore une manière humaine de présenter les objets dans les halles. C'est un truc beaucoup plus populaire, on voit bien, il y a des petites jeans, des machins, des trucs à 3 euros. Enfin, il y a un truc. Là, tout est présenté comme si c'était une œuvre d'art. Et c'est ça qu'on cherchait avec la chef décoratrice. Et comme on a dû tout reconstruire, on a un peu accentué même ce côté-là. On regardait autant le bon marché à Paris que des galeries d'art. C'est pour ça qu'il y a très très peu d'objets, parce que moins il y en a, plus c'est sacralisé. Et c'est en effet pas le même effet que dans le film de Romero que j'ai revu, hein, qui fait partie des films qui m'ont influencé pour ce film. Comme pas mal de films de cette période-là, des films de genre américain où je me suis rendu compte quand même que au travers du genre, eh ben, ces cinéastes arrivaient à vraiment avoir un vrai sous-texte politique et à parler de leur propre peur du monde. Moi, j'ai beaucoup aimé le cinéma de genre pour ça. Et c'est un truc qui s'est un peu perdu par ailleurs, où le cinéma de genre est devenu plus cynique, plus second degré. Enfin, les metteurs en scène mettent moins en scène leur peur, leur propre frayeur du monde ou intime. Mais moi, c'est un peu comme ça que j'ai pensé le film. Ouais. J'ai l'impression aussi que le fait que ce soit un magasin comme celui-ci, en fait, c'est le début du capitalisme, c'est la fin du 19e siècle, c'est l'invention de la société de consommation et c'est une invention très française. Maupassant le faisait dans Au bonheur des dames. Enfin, il y a quelque chose de très fort sur le signe que ça dit, en fait, en disant c'est là que tout commence et c'est là que la vie de ces personnages va se terminer aussi. Oui, quand je dis que c'est ce lieu qui est un havre d'accueil et de rêve, va finir par être un espèce de monstre quasi organique qui va littéralement les dévorer et les tuer. Oui. Alors, je me tourne vers vous pour voir si vous avez des questions dans l'immédiat. Sinon, j'en poserai d'autres, mais n'hésitez pas à lever la main. Alors, je vous pose encore une et réfléchissez si vous avez quelque chose à dire. Tu parlais des acteurs au départ, et pour faire un parallèle avec la Nouvelle Vague, quand les cinéastes de la Nouvelle Vague, que ce soit par exemple Rivette, quand ils arrivent dans le cinéma français, ils viennent avec eux en apportant toute une série de nouveaux corps, d'acteurs qu'on n'a pas vus, de corps qui sont différents.
Et Danet racontait que quand lui, il était jeune, les corps dans le cinéma français, la masculinité, c'était Jean Gabin. Et d'un seul coup, les Américains arrivent avec des corps sportifs, des gens grands, athlétiques, etc. Et ça change complètement la vue qu'on a en fait sur les corps qui évoluent dans les films. Puis à la suite de ça, Belmondo, Brialy, Bernadette Lafont vont arriver dans les films français. Et ça va changer complètement le point de vue qu'on a sur eux. Puis aujourd'hui, quand on voit beaucoup de films français, on voit c'est peut-être une palette de 10 comédiens qui jouent dans tous les films. Et ce film-là, c'est comme une sorte de porte ouverte sur toute une. C'est pas non seulement une nouvelle génération de cinéma français, mais une autre façon de voir des corps, de les voir bouger, la façon dont ils vivent leur féminité, leur masculinité. Et ça, c'est quelque chose qui est très central et fort. Et comment se construit alors du coup le choix des comédiens? Certains, on les a aperçus des fois dans quelques films, mais aucun d'entre eux n'est, enfin, à part peut-être Vincent Rottier, mais n'est véritablement reconnu, peut être une tête d'affiche. Comment l'idée de la construction de ce casting s'opère? Alors d'abord, ça a été une de mes grandes joies, c'est vrai. C'était, alors non pas que j'aime pas les 10 acteurs qu'on voit tout le temps, mais à un moment, on a besoin aussi d'air frais, quoi. Enfin, et puis tout simplement, je vais utiliser un gros mot, mais de désir aussi pour découvrir un nouveau visage, une nouvelle voix, une maladresse aussi, parce qu'ils sont. Ce que j'aimais moi aussi, c'est qu'ils sont assez maladroits sur plein d'endroits, et j'ai pas du tout essayé de les corriger. Quand on va chercher des gens inconnus, on n'est pas là pour les casser, on est là aussi pour accueillir ce qu'ils amènent. Et sur les 50% des personnages, c'est ce que moi j'écris, mais 50% c'est ce que eux amènent et que je dois essayer de regarder. Enfin, ce regard, en fait, il n'est pas sur le plateau, il est sur le casting. Et alors, pour le déroulé du casting, en fait, c'est pas très compliqué à partir du moment où on se donne le temps. C'est vraiment une histoire de temps. Ça a duré 8 ou 9 mois. Et j'avais décidé de prendre sur les 10, 5 qui avaient un tout petit peu d'expérience. Enfin, un tout petit peu, ils sont jeunes, donc c'est genre un film ou deux, et 5 qui n'avaient jamais joué, pour avoir des musicalités un peu différentes, et que les 5 qui avaient un peu d'expérience structurent ceux qui n'en avaient pas, ceux qui n'en avaient pas déstabilisent un peu ceux qui pensaient en avoir. Donc ça, c'était un peu mon truc un peu schématique. Donc d'abord, j'ai regardé beaucoup de films avec des jeunes, et puis j'en ai rencontré, et puis voilà, quand j'en sentais un qui amenait quelque chose, ou qui incarnait un peu ce que j'avais écrit, évidemment, j'allais plus loin. Quant aux autres, parce que c'est dans ce qu'on appelle le casting sauvage, aller chercher dans la rue, c'est tellement vaste et tellement énorme, surtout sur cette tranche d'âge, qu'on avait décidé avec la directrice de casting de s'orienter vers des jeunes très politisés. Donc on est allé voir du côté du lycée autogéré, du côté des manifestants, mais assez radicaux, c'est-à-dire les gens capables de prendre le train pour aller en Allemagne, etc. Pour une simple raison, hein, c'était une forme de conscience. C'est-à-dire que, comme il y a beaucoup de scènes sans dialogue, de gens qui marchent, par exemple, je pense qu'on ne marche pas de la même manière d'un point A à un point B si on a un peu une conscience de l'enjeu du film. Ça se joue à 3 fois rien, je sais, mais enfin, à un moment, il fallait bien que j'ai une espèce de base. Et par exemple, dans les essais, je faisais beaucoup de choses comme ça. Je les faisais marcher, et à un moment, on est ému par quelqu'un qui a sa manière, qui vous amène sa manière, qui vous l'apporte en fait, et qu'il faut savoir accueillir et intégrer dans le film. Toute la difficulté, mais ce que moi je trouve assez intéressant, c'est pas les acteurs un par un, enfin c'est le groupe. C'est comment former un groupe. Alors, trouver le premier, c'est facile. Trouver le deuxième, ça va. Quand on arrive au 9e, au 10e, c'est vraiment, il faut que lui soit intéressant, et puis qu'il complète la musicalité manquante. Enfin, Mais il y avait un chablon, c'est-à-dire il y avait une idée en se disant il devrait y avoir un personnage comme ça, où tu t'es dit je vais aller voir qui je trouve, et puis on va construire après aussi, tant pis s'ils ne sont pas exactement tels que j'avais imaginé. Non, en fait, il se trouve que je suis parti. Il y avait des choses assez précises dans le scénario, et que je suis parti quand même avec un esprit beaucoup plus libre que mon script, en disant si je rencontre quelqu'un qui m'émeut énormément et qui ne rentre pas dans le script, on le fera rentrer, je réécrirai. Et puis finalement, en fait, les cases se sont remplies. Tout le monde a trouvé sa place assez naturellement dans le script. C'était assez une évidence qu'on on voyait quelqu'un dire mais bah, lui, c'était évidemment un Yacine. Il y a quelque chose de ça, quoi, voilà. Et après, on les fait jouer, on essaie comme on le ferait habituellement, ou c'est un petit peu différent? On les met ensemble et on regarde qu'est-ce qu'ils produisent les uns avec les autres? Alors ça, moi, c'est un truc que oui, j'ai fait assez tôt. Je les ai invités chez moi pour un verre, comme ça, où je faisais par des groupes de 6, de 8. Voilà. Et puis très vite, je fais un peu l'animation 10 minutes. Et puis très vite, je me tais. Je quitte la pièce. Et je reviens une demi-heure après, voir comment ça prend, comment ils sont ensemble, comment c'est dans le cadre, en fait, quelque part. Et en fait, avec cet âge-là, ça va hyper vite. Enfin, ça prend très vite, ou ça prend pas. Mais quand ça prend très simplement, quoi. Alors on va faire comme ça. Je vais me taire et je vais me retourner vers vous en regardant si ça prend, si vous êtes aussi jeune et vigousse que les acteurs. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, de ce côté. Merci. Attendez, le micro va arriver.
sur votre droite. Voilà. J'ai une question. Tu parles beaucoup de tes acteurs en disant qu'ils ont une conscience politique assez forte, et c'est pour ça que tu les as choisis. Au moment de la sortie du film, on les a peu entendus. Est-ce que c'était un choix de ta part et pourquoi ? Alors, je vais répondre très très basiquement, hein. Si on les a peu entendus, c'est qu'on les a peu demandés. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'entretiens, etc., mais que les journalistes voulaient plutôt me parler à moi, et que les rares choses qu'on leur a proposées, c'est des trucs très très anodins, un petit truc dans le web magazine de Elle pour les filles, enfin ça n'avait aucun intérêt, quoi. Mais c'est plutôt à moi qu'on a posé les questions. Ouais. Mais parce qu'il y a quelque chose de dommage là-dedans, parce qu'on se dit, on aimerait savoir comment ils sont politisés, ils sont très jeunes, comment ça résonnait aussi avec ton script. Le sujet est super intéressant. Mais ils sont politisés. Alors moi, j'ai essayé quand même d'écrire aussi le scénario à hauteur de ce que peut avoir dans la tête quelqu'un de 18 ou 20 ans, avec une forme aussi et je le dis dans un sens très positif, mais de naïveté. En fait. Et ils sont politisés comme ça, enfin, c'est-à-dire avec beaucoup de romantisme, beaucoup d'engagement, d'utopie, de colère quand même, avec parfois des discussions pas forcément cohérente sur l'histoire avec un grand H, ou sur bon, il manque évidemment de recul, de maturité, mais en même temps il y a quelque chose, mais c'est pas, je vais pas dire que la jeunesse est comme ça, hein, c'est ceux que j'ai trouvé, ceux que je suis allé chercher, donc ils sont politisés à l'endroit de leur âge, j'ai envie de dire, mais c'est beau, je trouve. Ils sont incroyables. Mais je les aime beaucoup. J'ai un peu l'impression d'avoir une colonie de vacances à la maison, mais... Une autre question. Ici. Ah, ou derrière, oui. Bon, attendez, maintenant vous êtes devant, venez, voilà. Bonsoir. Les personnages, ces jeunes, ont un point en commun, c'est leur génération. Pour le reste, ils sont d'une hétérogénéité, enfin, le groupe est d'une hétérogénéité incroyable. Par leurs conditions sociales, bien sûr, entre le neveu de ministre et le jeune beurre qui pose la bombe justement au ministère Place Beauvau, il y a vraiment des différences énormes et on peine à imaginer leur rencontre. Déjà, comment ont-ils fait pour se croiser et ensuite s'organiser et organiser ces actions coordonnées? C'est difficile de l'imaginer, mais je trouve que c'est une qualité du film, de ce mystère, cette ouverture de groupe, ce mystère qui reste. On ne sait rien évidemment des finalités de leur projet. On sait que, à part leur génération, c'est aussi cette colère violente qui les anime. Est-ce que vous avez voulu démontrer que cette colère, elle est partout, elle est celle vraiment de toute une génération, et puis que parfois on peut imaginer un passage à l'action, mais que la révolte s'exprime à des degrés de violence ou des intensités variables, mais dans toute une génération? Non, mais finalement, la réponse est un peu dans votre question. Vous avez très bien compris. Oui, c'est vrai que qu'est-ce qui les réunit? C'est en effet l'âge et une colère commune pour des raisons certainement différentes. Mais la colère serait commune. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu irréaliste, puisque c'est une jeunesse qu'on fait tout pour séparer plutôt que de rassembler. Moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du postulat. C'est un postulat d'un film, de dire voilà, cette jeunesse qu'on essaie de séparer, moi, je vais la rassembler. Et la seule chose qui est montrée dans le film, en effet, dans les petits flashbacks dans la première partie, ça n'est pas du tout des explications ou des raisonnements, etc., mais c'est la manière dont ils pourraient se rencontrer. Il y en a un qui est serveur dans le bar de Sciences Po, qui a une amie qui est aussi plutôt de la bourgeoisie, qui sort avec quelqu'un qui est, etc., etc. Donc en fait, c'est comme une espèce de ronde un peu impressionniste qui montre que les rencontres seraient possibles, même si improbables, elles sont possibles, mais ça fait partie du postulat du film, de montrer que, de dire que j'avais envie de traiter, de faire ressentir que cette oppression, elle est partout, même si elle est certainement plus grave à certains endroits qu'à d'autres. Mais comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas envie de pointer du doigt quelque chose plutôt qu'autre chose, et de montrer que cette espèce de cocotte minute que je pouvais ressentir, je la sentais un peu partout dans Paris. Mais là où je vous rejoins, c'est que il y a quelque chose d'un peu irréel dans ce postulat.
mais que je défends totalement. Une question plus anecdotique. Vous avez dit avoir pu bénéficier de soutien d'autorités, d'administration, de milieux politiques. C'était sur le projet. Il savait aussi qu'à la fin du film, on assisterait à l'exécution sommaire de l'ensemble des terroristes. Oui, parce que par exemple, les élus locaux qui ont lu le scénario pour la région, ils avaient le scénario, donc ils avaient le projet. On n'a pas menti, hein. On a un peu menti sur certaines choses pour des autorisations de tournage. En fait, la seule chose que j'ai trouvée, pour le métro, je leur ai dit que les films se passaient en 2025. Voilà. Dès qu'on dit un peu science-fiction, d'un coup ça rassure. Mais en même temps, je dirais que c'est pour dans longtemps, ça va. Mais c'est pour certaines autorisations de tournage. Mais financièrement, oui, les gens qui ont accordé leur soutien financier ont évidemment eu le scénario que j'ai pas du tout tronqué. Ouais. Mais le massacre final n'a pas suscité de réaction particulière après coup. Eh ben, en fait, ils étaient ravis, la justice est faite là. Justice est faite. Ça a un petit peu fait tiquer parce que j'ai travaillé avec des membres du GIGN, des anciens du GIGN, spécialistes des brigades terroristes pour la fin. Alors, à la lecture, ils n'étaient pas ravis. Ils me disent, oh là là, vous nous faites vraiment passer pour des assassins. Et en même temps, en discutant avec eux, ils admettaient que vu les conditions, vu ce qui avait été fait, vu les inconnus qu'ils avaient par rapport au nombre de personnes présentes, ils sont venus voir le décor, ils ont vu que c'était un décor avec beaucoup d'angles morts, très peu de visibilité, donc ils étaient d'accord sur ce que je racontais, ça les embêtait un petit peu, parce que d'habitude, la caméra dans ce genre d'attaque reste à l'extérieur, là elle est vraiment du point de vue des personnages. Mais oui, et après quand le film a été montré, j'ai eu quelques réactions un peu de gens qui disaient mon Dieu, mais c'est de l'assassinat pur et simple. Et quand je leur disais mais non, en fait c'est que moi j'ai un parti pris de rester du côté de mes personnages. Donc à un moment on était avec eux et qu'est-ce qu'on voit arriver? Ce sont des ombres qui arrivent et qui tirent. Mais si j'avais fait par exemple un montage parallèle avec d'un côté les personnages, puis le ministre de l'Intérieur, un chef de brigade, etc., qui aurait expliqué, qui aurait raisonné en disant voilà, on ne sait pas combien ils sont, on est obligé de faire ce qu'ils appellent, non pas le bouclier, mais l'enclume et le marteau, donc de rentrer par le haut et par le bas, et ils ne savent pas si quand ils tuent un gamin, il y en a 3 derrière, ou si c'est le seul. On aurait compris qu'en fait, de leur point de vue, pour mettre fin à une opération comme ça, il n'y a pas d'autre logique possible. Moi, j'ai voulu tenir mon postulat de mise en scène et rester du côté de mes personnages. Une question en haut, je crois. On a répondu à votre question. Mais à ce propos, justement, parce que cette question de la polémique que le film peut susciter, il y a de cela peut-être 40 ans ou 50 ans, la chose qui aurait changé, c'est que le film aurait fait politique, mais il y aurait eu débat. Aujourd'hui, en fait, le film fait polémique, peut-être, mais il n'y a pas forcément de débat autour. Est-ce que, comme réalisateur, dans le fond, quand on fait le film, on s'attend à ça? Le film fasse, en fait, dans le fond, un bruit médiatique, mais qui ne crée pas une discussion, puisqu'on est dans un festival des droits humains, qui pourrait, c'est le rôle du cinéma, c'est aussi ça, c'est de susciter, d'amener le débat dans la cité. Et est-ce que les films peuvent encore le faire? Je pense qu'il y aurait eu plus de débats s'il n'y avait pas eu les attentats en 2015. Il y aurait eu plus de débats sur, en effet, qu'est-ce que le film raconte, propose comme malaise, etc. Le fait qu'il ait été à la fois rattrapé par le réel avec quelque chose qui a des similitudes mais qui n'est pas ça, cette espèce de brouillage comme ça du réel qui a empêché aussi les gens de voir le film. Je ne parle pas en termes d'entrée, mais de voir vraiment ce qu'il y avait sur l'écran, et ben, ça a aussi empêché le débat. Parce que tout d'un coup, on se disait mais c'est ça, c'est pas ça, on ne comprend pas, mais pourquoi c'est pas l'islam, enfin bon. Et donc le débat c'est soit annulé, soit déplacé. Mais je pense, enfin, j'espère qu'il y aurait eu débat s'il n'y avait pas eu cette barbarie il y a 2 ans. Parce que le film, il fait vraiment son travail de cinéma, c'est-à-dire il répond à peu de questions, mais il en pose beaucoup. Et en fait, on a plutôt pour moi, c'est le but d'un film politique, oui. C'est-à-dire autant je pense qu'un parti politique se doit d'avoir un programme, mais un film politique non. Ou alors on bascule du côté du film militant ou du film engagé ou du film social qui a sa valeur, mais c'est vraiment autre chose. Et par ailleurs, je trouve ça toujours un peu compliqué quand on mélange les deux. Quand d'un film militant, on dit qu'il est politique, c'est pas tout à fait pareil. En effet, le film politique, il est plus là pour poser ou pour mettre ou pour prendre des choses un petit peu anodines, et puis quand on les rassemble tout d'un coup, c'est un vrai principe de montage, et ben ça fabrique un truc, ou une question, souvent une question beaucoup plus qu'une réponse. Une autre question auquel nous avons des réponses. Voilà, très bien, tout en haut. Oui. Si
si vous n'avez pas du tout aimé le film, c'est le moment de le dire. Hein. Vous savez qu'on est dans une zone complètement protégée, c'est une salle de cinéma, hein, il sera là pour répondre, donc profitez-en. Hein. Bonsoir. Moi, j'avais l'impression dans les acteurs que Greg était un peu plus âgé que le reste. Et je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi avoir choisi ce leader plus âgé ? Alors oui, non, c'est juste, il est plus âgé, c'est Vincent Rottier, il a 27 ans, 28 ans. Et en fait, pour son personnage, il est un petit peu en dehors, en fait. J'en ferai pas un leader, hein, parce qu'on peut croire à chaque instant que... on peut penser à un moment que c'est lui, après on peut penser que c'est un petit peu le type de Sciences Po, parce qu'il a la structure de connaissance de l'histoire de la démocratie du XXe siècle. Après, on peut penser que c'est l'acteur roux, parce qu'il a une certaine connaissance aussi technique, etc. Donc l'idée du leadership... Pour moi, elle circule. Mais en effet, il me fallait un personnage un peu plus vieux pour Greg, pour deux raisons. La première, c'est que quand même, à 18 ou 20 ans, j'aurais trouvé ça un petit peu compliqué d'avoir accès à tout ce plastique, le Semtex. Et par ailleurs, ce qui est dit dans le film est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu 30 kilos volés en 2005 à Lyon. Enfin, tout ça est assez réaliste, enfin réel en tout cas. Et que ça me semblait quand même... ça aurait semblé un petit peu... pas fonctionner d'avoir un gamin de 18 ans en possession de ça. Et la deuxième chose, c'est vraiment absurde, enfin c'est aussi comme ça qu'on fait des films, hein, c'est que c'est chez lui qu'il y a le seul moment où ils sont tous ensemble. Donc j'avais besoin d'un appartement assez grand pour mettre 10 personnes. Non mais ça a l'air ridicule, mais c'est un vrai problème. Et un appartement assez grand à Paris, très vite on bascule dans des clichés. Soit un truc très très bourgeois, soit un squat, et je voulais pas l'image du squat. Et donc voilà, je suis tombé sur ce personnage qui est un peu plus vieux, un peu plus mystérieux, qui a cette espèce de décor que j'ai trouvé au bout d'un mois à Gennevilliers, qui est un peu improbable. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça m'a semblé fonctionner. Enfin, voilà, mais des fois, on trouve des solutions c'est vraiment des problèmes très très concrets, très pragmatiques, qui vont vous amener vers quelque chose. Ça dilue aussi toute la question de la responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, le scénario n'arrête pas de dire, de déplacer la responsabilité des uns aux autres, parce que personne ne ment, mais beaucoup de gens cachent la vérité ou ne disent pas tout. C'est-à-dire qu'il y a plein d'informations dont nous sommes témoins, mais on voit bien que les gens ne se disent pas tout, et que dans le fond, qui serait responsable de tout ça finit par se diluer dans le groupe dans son ensemble. Oui, c'est dans ce sens-là où j'avais pas envie qu'il y ait un vrai leader, une espèce de gourou. Et en effet, si on rassemble un peu tous les personnages, on aurait comme 10 pièces d'un puzzle qui fabriqueraient le début d'une image. Et il y a peut-être un début comme ça de vérité qui apparaîtrait, mais il faudrait vraiment rassembler absolument tout le monde. Sinon, c'est disséminé entre chacun et beaucoup de hors-champ, de choses entre les plans qu'il faut un petit peu se fabriquer. Mais c'était aussi l'envie de fabriquer le film un peu comme entre guillemets comme un thriller, donc avec toujours une espèce de mystère et qui se résout qu'à moitié, mais enfin, ou qui nous fait avancer. Oui. Alors justement, puisque tu disais un mot de l'écriture et qu'il y a des gens dans la salle qui sont étudiants de cinéma, l'écriture, elle se déroule comment quand c'est un film choral comme celui-ci ? C'est-à-dire qu'on part des situations, où on part des événements tels qu'ils vont se produire, on revient en arrière, on imagine comment est-ce qu'ils se rencontrent, est-ce qu'on part de chacun des personnages, on les écrit, puis on regarde quels sont les points de croisement habituels ? Comment ça fonctionne en fait ? C'est un peu long, les films de groupe comme ça. Alors moi, je travaille dans le film de groupe, je travaille beaucoup avec les post-it, qui est quand même une invention géniale. Le type qui a inventé le post-it, franchement, bravo. Il y en a toutes les couleurs, et je donne des couleurs selon, etc. Et j'ai un grand mur blanc, comme ça, et je déplace comme ça les post-it avec des couleurs différentes selon les personnages. Et ça permet déjà de visualiser un petit peu, parce que quand on a juste les noms sur papier, c'est un peu complexe, c'est un peu mental. Alors que dès qu'on visualise comme ça, je trouve que ça aide énormément à voir les trajets. Quand est-ce qu'on en perd un ? Est-ce que quand il n'est pas là, on parle de lui finalement, ou ça résonne sur lui ? Quand est-ce qu'il faut le retrouver ? C'est là, non, c'est trop tard, on l'a oublié, hop, on le met là. Donc je travaille beaucoup avec cette espèce de truc un petit peu visuel. Et après, j'édite des scénarios très courts avec juste sur le trajet de chacun des personnages. Donc je vais dire, voilà, je vais prendre par exemple juste les scènes avec Greg, et donc ça fait un scénario de 22 pages par exemple. Et ça permet de retravailler comme ça son personnage à l'intérieur de ce récit assez dense, mais qui n'est pas trop d'incohérence. Et puis après, on le redilue comme ça dans la masse en fait. On écrit vraiment d'abord, enfin tu écris d'abord ces scénarios à part, et après tu imagines les points de croisement, où il y a des points de croisement qui sont des points de rencontre obligatoires. Je fais d'abord les points de croisement, et après je reviens au personnage, et je reviens au point de croisement, et après c'est un peu du ping-pong, un peu de l'aller-retour entre le collectif et le personnel. C'est juste un petit peu long, c'est un peu long comme processus, mais on arrive au bout de... Bon, c'est long, j'ai dû faire, je sais pas, 12 versions, parce que
Des fois, on résout le personnage de David et on perd le personnage de Sarah. Enfin, donc et il n'y a pas de règles. En fait, c'est comme le montage, il n'y a pas vraiment de règles. Il faut essayer. Et puis tout d'un coup, ça se met à se cimenter. Par quel miracle, je ne sais pas, mais bon. Donc c'est beaucoup de versions que je fais très vite. J'écris très vite, mais beaucoup de versions. Et on peut peut-être juste dire quelque chose sur le temps, parce qu'il y a une sorte de vérité ontologique. On voit sur l'image le temps qui se déroule, et puis à plein de moments, le film fait des petits allers-retours, recoupe l'action, montre qu'il y a une sorte de discontinuité qui est vue du point de vue des personnages. Comment cette chose-là, elle se gérait déjà au moment de l'écriture, ou c'est quelque chose qui s'est inventé au moment du montage? Mais en fait, tout est très écrit, parce que je pense que si on essaie ça au montage, ça fait un peu bricolage. Donc il faut quand même l'écrire et le penser en prépa, et avec son chef-op, et avec le découpage. Donc en fait, il y a 2 parties dans le film, mais quelque part, il y a 3 actes. C'est-à-dire la première partie, l'arrivée dans le grand magasin et l'assaut. Et j'avais décidé un peu, pour gérer ces 3 actes, que chacun ait un rapport très très particulier au temps. Donc dans la première partie, qui est l'extérieur, le rapport au temps, c'est la précision et c'est la simultanéité. Dans la deuxième partie, c'est un peu le temps qui s'arrête. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le grand magasin, ça a sauté, et ils ont 8 heures à passer ou 10 heures, et ils doivent passer du temps. Le temps s'arrête. Donc là, toute la difficulté, ça a été d'essayer de trouver de la tension dans l'arrêt, de la tension dans l'attente. Et la troisième partie, qui est l'assaut, le troisième acte, alors là, en effet, le temps se brouille. Il y a une discontinuité, on revient en arrière. Alors ça, c'est venu d'une contrainte aussi de scénario. C'était pour qu'on comprenne toujours où était chaque personnage par rapport à l'autre. Tout se passe très très vite. Moi, j'ai dilué comme ça, en revenant en arrière, en changeant de point de vue, pour que géographiquement, le spectateur ne soit pas perdu et temporellement. Mais ça fabrique un truc qui est un truc de fin de nuit, quelque part. Le temps se brouille, ils sont fatigués, il y a des coups de feu, et voilà, donc ça fait les 3 rapports au temps du film, en fait. Oui, ici. Est-ce que le micro est encore en haut? Parce que peut-être on commence par monsieur en haut, et puis on descend ensuite vers toi, Aude. Oui, moi j'ai une question complètement différente. J'aimerais que vous parliez de vos choix musicaux, qui m'ont fait beaucoup sourire en tout cas. Qui vous ont fait sourire? Oui. Lesquels? Plusieurs, mais j'aimerais surtout vous entendre parler des choix. Alors, les choix musicaux, il y a de la musique originale qui vient plutôt dans la première partie, et de la musique qu'ils mettent eux, comme ça, dans le grand magasin, où j'avais envie aussi que le grand magasin devienne une sorte de jukebox quelque part. Ils ont leur iPod, il y a des enceintes, etc. Ça devient une sorte de jukebox. Donc évidemment, le choix des musiques dans cette seconde partie est très très réfléchi. Enfin, c'est écrit dans le scénario. Chaque morceau raconte quelque chose, ou cherche quelque chose en tout cas. Donc je peux peut-être pas tous les faire, mais par exemple, le premier qu'on entend, c'est c'est un morceau de Willow Smith, Whip My Hair. Et je voulais que ça aille sur... C'est la première fois qu'ils allument la télé. Ils n'ont pas vu ce qu'ils ont fait. Ils vont découvrir par la télé ce qu'ils ont fait. Et je voulais que ce soit ces images, qui sont quand même assez violentes, enfin qui sont quand même assez spectaculaires et violentes, etc., soient déréalisées. C'est-à-dire qu'elles soient accompagnées de la musique la plus pop, la plus sucrée, la plus groovy, et que cette espèce de réalité qu'il y a eu 1 heure auparavant devienne quasiment un vidéoclip. Et pour vous dire la vérité, pour moi, la scène la plus violente du film, elle est là. C'est quand ces gamins sont devant les écrans de télé, et que ces explosions deviennent un vidéoclip, et qui sont autant dans la musique, finalement, que dans l'acte qu'ils ont fait, et qui ne le voient plus, l'acte. Cette espèce de déréalisation des images. Donc pour vraiment accentuer le contraste entre les explosions et la musique, il me fallait la musique la plus pop, quoi, la plus sucrée possible. Après, oui, voilà, c'est tous des choix qui viennent de moi, hein, c'est pas des choix des acteurs. Par exemple, la musique de John Barry à la fin, Amicalement Vôtre, The Persuaders, c'est la dernière musique qu'ils mettent. La fin du film est assez proche, leur mort est assez proche, et j'avais envie en contrepoint que la dernière musique qu'ils mettent soit un truc qui ramène à l'enfance. Et pour moi, et à mon avis pour beaucoup de gens, Amicalement Vôtre, c'est un truc qui nous ramène à l'enfance, cette espèce de nostalgie comme ça, et le contrepoint entre la mort de ces gens très jeunes et l'enfance, voilà, pour moi, c'était l'émotion que je cherchais. Donc, toutes les musiques qui sont choisies et écrites dans le scénario, hein, pour moi, fonctionnent
presque comme un dialogue ou comme une didascalie. Enfin, elles ne sont pas là juste parce que je les aime bien et pour illustrer quelque chose, mais parce qu'elles doivent raconter quelque chose à un moment, comme le raconte un dialogue. C'est pour ça que je les choisis très en amont et qu'elles sont écrites dans le script. J'avais une remarque par rapport à une scène que je trouve très très, très belle, c'est la scène avec la fille au vélo, Adèle Haenel. Je trouve que c'est comme une espèce de point d'orgue au centre du film. Il y a quelque chose que je trouve terrible dans la scène. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment le point de vue des Parisiens, mis à part les informations. Et puis tout d'un coup, on entend une Parisienne qui dit « ça devait arriver ». Et cette phrase, elle est très troublante parce que je me souviens du 11 septembre où j'étais à Paris et j'avais des amis argentins qui faisaient la fête et qui avaient dit cette phrase. Et elle m'avait marquée. Et ça m'a complètement... Quand j'ai vu ton film et j'ai vu cette scène, ça m'a bouleversée. Mais en fait, c'est une des rares scènes qui est arrivée assez tard, peut-être à la 3e ou 4e version du scénario, parce que je me doutais qu'à un moment, la question du pourquoi, elle allait venir, etc. Et qu'il fallait qu'il y ait un Parisien, en effet, une voix extérieure qui réponde, et qui réponde au personnage lui-même, et qu'il entende ça. Et en fait, c'est un petit peu... Moi, quand j'écris le scénario en 2010-2011, c'est un peu moi qui parle à travers Adèle. C'est, voilà, je ne peux pas dire que quelque chose va se passer à cause de ça, mais il y a quelque chose, ça doit arriver. Voilà, c'est le sentiment le plus vague en même temps, et en même temps le plus précis possible. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un de l'extérieur qui représente presque le public, enfin, qui soit dans le film, et que un des personnages, alors j'ai choisi Finnegan, puisqu'à un moment il a ce besoin de sortir du magasin pour y retourner, soit confronté à cette phrase assez banale, mais en même temps assez puissante en même temps. Donc voilà, c'est un peu moi qui parle à travers elle, en tout cas. Ouais, mais c'est audacieux hein, comme phrase. C'est casse-gueule un peu, ouais. Oui, bonsoir. Vous avez donné tout à l'heure une explication, disons comme ça, du point de vue du GIGN, de la logique du massacre final, mais en le regardant comme ça, on a un peu l'impression que la logique de l'État, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout à savoir les motivations de ces gens. Au fond, si on les massacre tous, on aura moins de problèmes à devoir discuter ça dans un procès. Est-ce que c'est une lecture qu'on ressent comme ça a posteriori en sachant qu'est-ce qui se passe avec l'état d'urgence, etc. Ou c'était quelque chose, cette impression-là est aussi en propos, disons, du film? C'est une question compliquée parce que ça me forcerait à répondre pour des gens qui sont des autorités de l'État, de la police, etc. Et moi, quand j'ai répondu tout à l'heure, c'était de manière très technique. C'était pas du tout de manière ni juridique, ni de compréhensive, en fait. C'était de manière très technique. C'est qu'à un moment, comme ils ne savent pas s'il y a des otages, encore du plastique, etc., en effet, il faut mettre fin à l'opération, et voilà comment on met fin à l'opération. Après, de là à dire que ça arrange les gens, qu'il n'y ait pas de procès, etc., moi, je peux pas répondre à ça. Enfin, ce serait faire un procès d'intention à l'État à un endroit où finalement, pour donner un point de vue un peu personnel, en tout cas en France, ils sont attaqués un peu durement. Et je pense que les brigades antiterroristes font quand même un travail compliqué et difficile à gérer, oui. Oui, ici et ici, oui. Je voulais avoir... Non, je voulais qu'on parle de l'humour, ou en tout cas des moments où on se soulage un peu de toute la pression qu'il y a dans le film. Où pendant toute la première partie, on ne sait même pas de quoi il s'agit réellement. Pendant toute la deuxième partie, on est enfermé dans les grands magasins. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous vouliez intentionnellement garder, ou bien si finalement c'est nous à des moments qui nerveusement rigolons. Mais vraiment, c'est nerveux. C'est un peu un rire noir. Et je voulais...
Non, je pense que c'est un réflexe personnel de chacun. Enfin, moi, j'ai pas cherché à un moment à faire de l'humour. J'aurais bien aimé par ailleurs, parce que j'aime bien, mais dès que j'ai tenté, ça semblait très très déplacé dans le film. Après que je comprends qu'il y a des scènes, par exemple dans les scènes où il se passe pas grand-chose, des scènes d'attente dans le grand magasin, où on peut certaines attitudes des personnages, certaines réflexions, certaines situations peuvent prêter à rire. Et je comprends que si on est vraiment dans le film et dans la tension du film, on ait besoin à un moment de sourire ou de décompresser un petit peu. Mais c'est pas intentionnellement, moi j'ai rien cherché de cet ordre-là. Après j'ai essayé quand même, que même si j'ai voulu le film quand même tendu, j'ai essayé quand même qu'il y ait de l'espace à l'intérieur. Par exemple, je sais qu'il fait une certaine durée, il fait 2h10, et à un moment j'ai essayé une version d'1h40 pour voir comme ça, et d'abord le film ne marchait pas du tout. Il ne marchait pas du tout parce qu'il n'y avait pas d'espace. Et évidemment, on comprenait, je veux dire, c'était pas. Mais ça mariannotisait les gens, ça leur enlevait de l'air quelque part. Et dans cet air, il y a peut-être aussi ce dont vous parlez, à savoir des moments où on peut aussi se détendre. Ouais. Il y a une question qu'on. Oui, monsieur. Je ressens le personnage, le diplômé de Sciences Po, futur diplômé de l'ENA, comme un hiatus du scénario du film. C'est un représentant de l'aristocratie de la République française. C'est comme si un aristocrate de l'Ancien Régime était meneur de la Révolution française. Comment pouvez-vous dissiper mon incrédulité? Non, mais il y a, vous savez, alors pour en avoir un peu fréquenté quelques-uns, il y a une espèce de tradition aussi de ces aristocrates qui peuvent avoir un vrai désir d'anarchie. C'est pas du tout incompatible. Par aussi un rejet de là où ils viennent, de certaines valeurs. On le voit bien dans les pas mal de textes des années 60, même fin 50, 60, début 70. Il y a certains textes un petit peu, allez, j'utilise le gros mot de la Révolution, mais qui ne viennent pas que du prolétariat. Il y a des gens qui sont beaucoup plus bourgeois à l'intérieur de ça. Donc, il n'est pas forcément aristocrate. C'était un bourgeois du 7e arrondissement dont le père est ami avec le ministre. Mais ça ne me semble pas du tout incompatible avec un désir de casser tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Bertrand, merci d'avoir pris le temps de venir merci, échanger avec nous. Et puis je remercie aussi le Festival des droits humains ici à Genève parce que le film ne sort pas en Suisse et que ça vaut la peine, je crois vraiment, de le voir sur le grand écran parce qu'il y a un travail sur l'image, sur le format aussi, qui est un vrai format de mise en scène et qui est utilisé de façon assez astucieuse. Et ce serait intéressant pour plein de scènes de plongée dans les escaliers, de transparence entre les décors, sur les différents départements du magasin, par exemple, et de par sa durée aussi, qui sont vraiment des choses qui sont liées au cinéma. Elle travaille sur le son aussi. Donc merci beaucoup d'avoir donné la possibilité de voir ce film dans des bonnes conditions, celles qui sont celles du cinéma. Et merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci beaucoup.